Les podcasts du Figaro. Ici Londres. Les Français parlent aux Français. Mon général, le message, la deuxième partie. Les sanglots longs des violons de l'automne. Nous pouvons encore les repousser en 3 jours. Blesse mon cœur d'une langueur monotone. Le général de Gaulle salue Paris et le remercie. Paris outragé, Paris brisé, mais Paris libre. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des sagas du Figaro Histoire consacré au débarquement. Je suis Isabelle Schmitz, directrice adjointe de la rédaction du Figaro hors-série. À l'occasion des 80 ans du débarquement des troupes alliées en Normandie, nous nous attardons sur 10 moments clés qui ont rythmé le succès de cette opération militaire historique. Dans ce deuxième épisode, nous nous rendrons sur la plage d'Omaha, où les soldats alliés hurlent déjà de douleur à 6h30 du matin, le 6 juin 1944. Nous assisterons ensuite au réveil d'Hitler, et enfin, nous serons de retour en Normandie, à Caen, où les troupes alliées poursuivent leur avancée. « 6 juin, 6h30 du matin, Bloody Omaha. Il est 6h30. C'est l'heure où, à l'avant des chalands, les rampes s'abaissent dans l'eau glacée, où les premiers morts s'en vont à la dérive, où les premiers blessés gueulent. Au secours! À l'aide! Aidez-moi! C'est le moment où les rangers et les hommes des commandos de déminage et de démolition sautent gauchement, pataugent, barbotent, se traînent dans plus d'1 mètre de cette eau sale dont ils avalent des gorgées écœurantes. On a touché terre tôt le matin. Joseph Blatnik, un sergent vétéran, en 2014. Il avait 17 ans à l'époque. J'étais avec la première vague d'assaut. Il faisait noir, il y avait des obus qui explosaient partout, de la fumée, des éclats. Mes hommes m'ont dit « Sergent, on creuse un trou ici ?» J'ai dit « Pas question. Si tu creuses ici, tu creuses ta propre tombe. Faut avancer et faire face à l'ennemi, sinon on n'a aucune chance de s'en tirer. Notre seule chance de s'en sortir, c'est d'aller affronter l'ennemi. » On a donc évacué la plage aussi vite qu'on a pu. Robert Capa, le photographe de Life, était là. Il a eu alors l'héroïsme de tourner le dos au feu allemand pour photographier ceux qui trébuchent, s'effondrent, blessés ou touchés à mort. Une légende court sur ces photos. Le voyant arrêté et croyant à une hésitation, le skipper d'une péniche lui aurait donné un coup de pied qui l'aurait envoyé dans la vague, les films prenant alors l'eau de mer. La réalité est tout autre. Ni l'eau de mer ni la panique du photographe ne les ont gâchés. Mais la trop grande hâte du labo photo de Life à les développer. La solution de développement avait fait apparaître des images inouïes. Le film réel, décomposé sur plus de 2 heures de la bataille la plus démesurée de l'histoire. Dans l'urgence de développer ces photos chez Life, on avait réglé la cabine de séchage à une chaleur maximale. Presque tous les films avaient fondu, sauf les 11 clichés mythiques. 11 seulement. Assez pour faire comprendre que ce jour n'a pas été celui d'une charge glorieuse, mais d'un dur et poisseux combat contre l'eau, les mines, la mitraille, la souffrance et la trouille. La trouille qui donne à tous les hommes un visage halluciné sur les photos rescapées de Capa. La plage d'Omaha, sur laquelle Capa vient de débarquer, se révèle comme l'un des plus mauvais coins de la côte normande. Eisenhower et les autres responsables de l'assaut, Montgomery, Bradley, Bedell-Smith, l'amiral Ramsay, avaient découpé en tranches le front d'attaque. À toutes les plages françaises, ils avaient donné des noms de code qu'ils imaginaient provisoires et qui demeureront pour l'éternité. De la droite à la gauche, pour les Alliés, Utah et Omaha étaient les secteurs réservés aux Américains. Venait Gold pour les Britanniques, Juno pour les Canadiens, Sword pour les Britanniques encore. C'est à Omaha, Bloody Omaha diront les Américains, que les combats du 6 juin allaient être les plus terribles.
Le matraquage aérien et naval avait été si violent que les hommes de la 1e et 29e division US ainsi que les Rangers pouvaient croire l'artillerie allemande réduite au silence. Elle gardait d'ailleurs le silence. Mais dans leur bunker, canons de 75, mortiers, pièces anti-chars, fusées étaient intactes. Leur feu se déchaîna lorsque la 1re division aborda la plage, elle qui avait perdu en mer 30 de ses 64 chars. Tandis que les hommes de la 1re division étaient immobilisés et mouraient sur la plage, 225 Rangers se lançaient à l'assaut de la falaise de la pointe du Hawk, où aurait dû se trouver une batterie lourde menaçant Utah et Omaha. Pour atteindre le sommet, grappins, cordes, échelles, technique du Moyen-Âge, armes du XXe siècle. Avec un courage égal et des pertes considérables, 90 rescapés sur les 225 Rangers, les uns se battirent pour prendre, les autres pour défendre des canons qui n'existaient plus. Ils avaient été déplacés quelques jours plus tôt, à 2 km de là. Si Omaha était un échec temporaire, Utah fut un franc succès. Dû à une erreur de navigation qui fit débarquer la 4e division à quelques kilomètres de la zone prévue par l'état-major. Trouvant peu de résistance, le général Theodore Roosevelt n'eut qu'une idée, ordonner à ses hommes de foncer droit devant. Sur Gold, Juno et Sword, les plages réservées aux Britanniques et aux Canadiens, une abondance de blindés limita d'abord les pertes. Elle ne les évita cependant ni à Courseulles, où la 3e division eut à se battre durement, ni à Lyon-sur-Mer, où la 4e division britannique fut fortement secouée, ni à Colville et à Ouistreham, où les 177 hommes du commando français Kiefer virent tomber le lieutenant Hubert, Dumenoir, Lemoigne, Rollin, Flèche, Renaud, Le Temps, Rousseau, le médecin capitaine Lyon, d'autres encore, d'autres bientôt. Dans l'enfer des plages, une zone de calme. Un couloir de 12 km autour de Luc-sur-Mer, allait s'évasant jusqu'à Hérouville, devant Caen. Là, ni anglais ni canadiens. Seulement quelques motards et fantassins allemands. Si Hitler engageait rapidement les 2 divisions de Panzer qu'il tenait en réserve, le débarquement pouvait échouer. « 6 juin, 10h du matin, le réveil d'Hitler. À Berchtesgaden, Hitler dormait. Comme d'habitude, il avait veillé tard tout en écoutant du Wagner. Le général Alfred Jodl, chef des opérations, levé depuis 6 heures, ne s'était pas immédiatement inquiété de ce qui se passait en Normandie. Lorsque son adjoint, le général Varlimont, lui téléphona pour lui dire que l'armée de Normandie réclamait le secours de 2 divisions blindées, il lui répondit qu'il fallait attendre d'y voir plus clair. Il fallait attendre aussi et surtout l'accord d'Hitler qui avait placé ces 2 divisions sous son autorité directe. Or, Hitler dormait. Il fut réveillé à 10 heures par son aide de camp, le général Rudolf Schmundt. C'est en robe de chambre qu'il écoute le rapport annonçant le débarquement. Mais s'agit-il du débarquement ou d'un débarquement ? Hitler croit à une opération de diversion. La logique plaide en faveur d'un débarquement sur les côtes du Pas-de-Calais ou du Nord. Les ports y sont nombreux, et la route qui mène à la Belgique et à l'Allemagne est proche. Hitler penchait si fortement pour une diversion qu'il laissa jusqu'à mi-juillet la 15e armée sur ses emplacements au nord de la Seine. En intervenant le 6 ou le 7 juin, peut-être aurait-elle fait la différence. Conformément à l'ordre du Führer, elle ne bougea pas. En vérité, ni Hitler ni ses généraux n'avaient imaginé le coup de génie des 2 ports artificiels ancrés au large des plages du débarquement. Les Anglais avaient mis à profit les cruelles leçons de leur défaite sur les plages de Dieppe en août 1942. Ils ne se lanceraient plus à la conquête d'un port fortement défendu, mais par convoi amèneraient d'Angleterre tous les éléments permettant de construire 2 ports artificiels. Celui de Saint-Laurent-sur-Mer allait être démantelé par la tempête du 19 juin, celui d'Arromanches résista. Mais que devient Rommel ? Rommel est informé chez lui à Erlingen par Speidel, son chef d'état-major.
Il est 10h15. Sa voiture prend la route de Normandie à 1h de l'après-midi. Il n'a pas vu Hitler, qui ignore d'ailleurs sa présence en Allemagne. Quelles pouvaient donc être ses pensées, alors qu'en compagnie du capitaine Lang, il roulait rapidement en direction de son quartier général de La Roche-Guyon? Croyait-il à une possibilité de résistance sur le mur de l'Atlantique? Depuis que Rommel avait reçu la responsabilité du mur, il s'était efforcé d'en corriger les faiblesses et d'en améliorer les forces. La faiblesse principale, 4400 km de défense très inégale qui partait de la Norvège pour s'arrêter à la baie d'Assoa. Les ports, notamment ceux de la Manche, avaient été fortifiés en priorité. En Normandie, le maréchal avait ordonné la pose sur les plages de hérissons tchèques, faits de rails entrecroisés, de tétraèdres en béton, et dans les champs d'asperges de Rommel, pieux de 3 à 4 mètres de haut, reliés comme tous les autres obstacles d'ailleurs à des mines ou à des grenades. Mais, sauf sur les côtes du Nord et du Pas-de-Calais, le mur n'était pas l'obstacle infranchissable décrit par les reportages et actualités cinématographiques. Son artillerie comprenait des canons de 28 calibres différents, car les Allemands avaient puisé dans leur prise de guerre. Nombre de secteurs étaient tenus par des Allemands de 35 à 45 ans et par d'anciens prisonniers russes, soi-disant volontaires, bien décidés à lever les bras dès l'apparition du premier soldat allié. Il est 17h quand la voiture de Rommel s'arrête à Reims. Depuis la commandanture de la ville, Rommel s'entretient avec son état-major pendant 15 minutes par téléphone. Lorsqu'il reprend place, il dit à Lang : « Mon Dieu, si la 21e Panzer arrive à temps, nous pouvons encore les repousser en 3 jours. » C'était sans compter l'aviation alliée qui pilonnait indistinctement défenses allemandes et villes françaises, ces villes par lesquelles passaient routes et voies ferrées indispensables au renfort. 6 juin, 11h du matin. Il pleut des bombes. Caen, 6 juin, 8h du matin. L'eau, l'électricité, le gaz sont coupés. Les habitants ignorent alors que c'est pour 6 mois. Réveillés à 3h du matin par la 1020e alerte, ils ont assisté à un spectacle terrifiant. Taches vertes en direction de Courseulles, lueurs roses autour d'Arromanches, maisons brûlant comme des torches, dépôts de munitions explosant en monstrueuses et bruyantes gerbes qui se rapprochent de la ville. Nouveau bombardement à 13h45. Puis à 16h30, le feu détruit 500 cercueils entreposés en prévision. Bombardement à 23h. Prélude au bombardement dévastateur du 7, où 1000 Lancaster pilonneront la ville systématiquement détruite, afin que l'accumulation des ruines interdise aux Allemands le passage en direction de ces plages où les Alliés débarquent de plus en plus nombreux. Bien avant le 6 juin, des tracts anglais avaient certes alerté la population. Ils indiquaient les localités particulièrement menacées, villes côtières et villes industrielles. Et sous les bombardements permanents, certaines villes, Saint-Nazaire, Dunkerque, Boulogne-sur-Mer, étaient devenues autant de villes fantômes. Mais dans l'immense majorité des autres villes, la population n'avait pas abandonné le domicile familial, qui allait souvent se révéler un piège fatal, car au contraire de l'Angleterre et de l'Allemagne, la France avait très mal préparé la défense passive. Le 6 juin 1944, les bombardiers alliés lâchent leurs dizaines de milliers de bombes en tapis sur des villes qui vont devenir villes du front et en peu de minutes, incendient et détruisent un quartier. À Rouen, la journée du 6 ne sera qu'une suite d'alertes. 18 en 24 heures. Bombes sur Lisieux, Condé-sur-Noireau, Valognes, Vire ou Saint-Lô détruites à 95%. Ce n'est pas le chapelet des villes bombardées qu'il faudrait égrener, mais le chapelet des douleurs. Sec, froid, encre sur papier, les noms des villes, le chiffre des morts disent bien mal le supplice de ceux qui sont morts après une très longue agonie. En juin 1944, pour détruire la gare ou le pont indispensable aux renforts allemands, les Alliés anéantissent un quartier ou une petite ville. Tant est grande l'imprécision des bombardements. Mais c'est l'aviation alliée qui a gagné la guerre du débarquement. Le 6 juin, l'Air Force à elle seule a effectué 4324 sorties. 1050 bombardiers ont lancé 5000 tonnes de bombes sur 10 batteries côtières. Et au total, ce sont 8722 appareils alliés, parmi lesquels plusieurs pilotés par des Français, qui ont opéré au-dessus de la Normandie. Combien d'avions allemands pour faire face à ces flottes aériennes alliées ? 2. Oui, seulement 2. Ils décollent à 8h dans la matinée du 6 d'un terrain situé près de Lille. L'un piloté par le colonel Joseph Priller, 196 victoires,
l'autre par le sergent Heinz Wodarczyk. L'un collant à l'autre, mitraillent à 600 à l'heure et à 30 mètres du sol les troupes débarquées, et miraculeusement rejoignent leur base. Pour l'aviation allemande, juin 1944 est un terrible juin 1940 à l'envers. En juin 1940, la disproportion entre aviation française et aviation allemande avait été l'une des principales causes de notre défaite. En juin 1944, le rapport des forces entre la Luftwaffe et l'aviation alliée n'est plus de 1 à 3 ou 4, mais de 1 à 15 ou 20. Selon les estimations allemandes, le 6 juin, il ne se trouvait en France que 497 appareils de tout type, dont 121 chasseurs. Dans la journée et la soirée du 6 juin, l'aviation allemande n'effectua que 72 sorties. C'est dérisoire. Surclassée, la Luftwaffe à bout de matériel, de carburant, de pilotes expérimentés, ne pourra assurer les missions qu'exigent les fronts de Russie, d'Italie, la défense du ciel allemand et ce nouveau front qui vient d'être créé en Normandie. Merci d'avoir écouté ce volet des sagas du Figaro Histoire consacré au débarquement. Dans le prochain et dernier épisode de cette saga, nous serons en Ardèche où le maréchal Pétain apprend le débarquement. Nous nous rendrons ensuite à la Roche-Guyon où Rommel tente de contrer les attaques des troupes alliées et nous retrouverons celle-ci pour la lutte finale et la libération de Paris. Cet épisode a été adapté d'après un texte d'Henri Amouroux pour le Figaro hors-série. Il a été réalisé par Astrid Landon avec les voix du comédien Simon Volodine et de Louis Chabin. À la production, Aude Cérès et Salomé Boulet. Prise de son, Louis Chabin. Le Figaro hors-série Le jour le plus long est disponible en kiosque et sur Figaro Store. Vous pouvez retrouver les sagas du Figaro Histoire sur le site du Figaro, rubrique podcast, et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite.